Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aujourd'hui à ClickSense Enterprise sur Kubernetes. On va voir ensemble comment profiter des nouveaux modes de déploiement multi-cloud pour externaliser la consommation des applications sur une architecture cloud, et donc une architecture qui se veut facilement flexible et scalable. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Thibaut Schmittlin, consultant architecture Click chez EasyNeo. La démo que je vais vous faire tout à l'heure sera basée sur les versions November 2019 et December 2019. Alors, ça vient juste du fait que sur la partie ClickSense sur Kubernetes, on a eu une release en décembre qui est pas connue sur la partie ClickSense Windows, mais c'était simplement une release d'ajustement, donc voilà. Quand on parle en fait de nouveaux modes de déploiement concernant ClickSense, on parle de ClickSense Enterprise sur Kubernetes. Donc avant cette option-là, vous n'aviez qu'une seule façon de déployer ClickSense et c'était sur un serveur Windows Server. Maintenant, vous avez la possibilité effectivement de déployer ClickSense sur une infrastructure Kubernetes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme vous le voyez sur le centre de la slide, donc dans la partie verte, vous avez ClickSense Enterprise sur Kubernetes, qui est donc déployé sur un outil d'orchestration. Je vais revenir tout à l'heure sur ce qu'est un orchestrateur. Donc notre orchestrateur, c'est justement Kubernetes. En dessous de ça, on a une technologie de conteneurisation. La technologie utilisée dans notre cas, ça va être des conteneurs Docker. Vous avez d'autres technologies de conteneurisation, mais dans notre cas, c'est des conteneurs Docker. Et tout ça va du coup pouvoir tourner en fait sur des hosts Linux. C'est la grande nouveauté du coup. Et si vous êtes dans une infrastructure dans votre entreprise qui n'autorise pas les serveurs Windows, par exemple, ou si vous avez tout simplement pas d'administrateur pour des serveurs Windows, ben vous avez maintenant du coup la possibilité de déployer effectivement ClickSense, mais du coup sur une infrastructure qui tourne sur Linux, une infrastructure qui est Kubernetes. Donc ça va être ce qu'on appelle une architecture en microservices, je reviendrai sur ça un tout petit peu plus tard. Et donc la plupart du temps, ce qui va être fait, c'est que vous allez en fait utiliser ce qui se trouve chez les cloud providers, donc des services Kubernetes managés. Vous avez ça chez Azure avec AKS, chez Amazon avec EKS, vous avez également chez Google, vous avez également ClickSense est supporté sur la plateforme Red Hat OpenShift, et vous avez également la possibilité, si vous êtes en avance dans votre entreprise sur tout ce qui est technologie de conteneurisation, que vous avez déjà un ou plusieurs clusters Kubernetes, vous aurez la possibilité de déployer ClickSense sur ce cluster-là que vous avez en local chez vous. Pour information, l'offre SaaS de Click, donc Click propose une offre cloud en mode SaaS, tourne sur cette technologie, donc sur la technologie ClickSense sur Kubernetes, et c'est les offres qui sont estampillées sous les noms de ClickSense Business et ClickSense Enterprise on Click Cloud Services. Ces deux offres-là, ce sont des offres cloud proposées par Click, et ce sont des offres cloud qui tournent sur cette même infrastructure. Donc avant d'aller un peu plus loin dans la partie ClickSense, je vais passer un tout petit peu sur la partie conteneur et orchestration, puisque je ne sais pas trop à quel niveau de compréhension vous en êtes sur ces points-là. Donc on va simplement parler un petit peu de ça pour que vous ayez une meilleure compréhension. Pour que je puisse vous expliquer du mieux que je peux ce qu'est un conteneur Docker, je vais faire une analogie avec quelque chose que vous devez connaître, qui est du coup une machine virtuelle. Lorsque vous avez une infrastructure qui est basée sur des machines virtuelles, ce que vous avez, donc c'est que c'est sur la gauche de la slide, vous avez une couche hardware, vous avez ensuite une couche host OS, et vous avez ensuite une couche où vous allez installer votre hyperviseur. Ça va être VMware, Xen, ce que vous voulez, Hyper-V, ce que vous voulez. Et ensuite, sur l'hyperviseur, vous allez installer une machine virtuelle. Dans cette machine virtuelle, vous allez installer un guest OS, donc le système d'opération de la VM, donc que ce soit du Linux ou du Windows Server, et ensuite vous allez installer toutes les librairies dont vous avez besoin pour votre application, puis vous allez déployer votre application, puis vous allez peut-être avoir besoin de déployer d'autres applications, etc. Et vous allez avoir tout ça, du coup, dans une VM. La différence avec un conteneur, ça va être que donc on a toujours la couche hardware, on a la couche host OS. La couche host OS, ça va être la plupart du temps un OS Linux, donc ça va être du Ubuntu ou du Red Hat ou du CentOS la plupart du temps. Et ensuite là-dessus, on va avoir une couche qui est le Container Engine, donc ça va être Docker. Ensuite, on va avoir une couche d'orchestration,
Ça va être la partie Kubernetes. Alors sachez que vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un orchestrateur, mais j'en reparlerai tout à l'heure. C'est important d'avoir un orchestrateur lorsqu'on a une architecture en microservices, puisque ça va nous faciliter énormément de choses, mais vous pouvez très bien faire du Docker sans avoir d'orchestrateur. Et ensuite, la grande différence entre une machine virtuelle et un conteneur, c'est que dans un conteneur, vous n'allez pas avoir le guest OS. Vous n'allez pas avoir besoin de réinstaller un OS complet. En fait, le conteneur va se baser sur les ressources et sur le kernel du host OS, donc de la partie sur laquelle tourne le conteneur. Et donc, dans le conteneur, vous allez retrouver uniquement une partie très light de l'OS, extrêmement light, et votre application, plus les librairies dont cette application a besoin pour fonctionner. Et tout ça, en fait, vous allez le packager dans un conteneur. Le grand intérêt de faire ça, c'est que vous allez en fait vous retrouver avec un conteneur qui est très léger en termes de taille. Une machine virtuelle va être quelque chose de très lourd, un conteneur va être beaucoup plus léger, et donc va pouvoir être déployé beaucoup plus facilement par l'orchestrateur, et va pouvoir démarrer aussi très rapidement. Ensuite, une deuxième chose, c'est dans un conteneur, vous allez en fait pas stocker réellement de données. La plupart du temps, votre conteneur va être lié à un espace de stockage qu'on va appeler dans Kubernetes un volume. Et en fait, ce conteneur, il faut le voir simplement comme une unité de calcul, une unité de compute. Donc le conteneur va avoir un certain but, il va avoir une opération à réaliser, un service à gérer, et ce service, s'il a besoin de stockage externe, va se baser sur ce qu'on appelle des volumes. Okay, et dans une architecture en microservices, on va très souvent, donc c'est pour simplifier un petit peu, mais on va avoir un conteneur égale un service. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un site web, par exemple, sur Apache et MySQL, si vous voulez conteneuriser tout ça, vous aurez en fait un conteneur pour la partie Apache et un conteneur pour la partie MySQL. Okay, et le fait d'avoir en fait le conteneur qui n'a pas de stockage propre dans lui-même et qu'il utilise un volume pour faire le stockage des données dont il a besoin, ça va en fait nous permettre d'avoir des conteneurs qui peuvent être éphémères. Il faut vraiment les voir comme une unité de calcul. Et si vous avez un conteneur qui vient à cracher pour une raison X ou Y, il suffira en fait de le redémarrer pour que le conteneur refonctionne, entre guillemets, se rebase sur les mêmes volumes pour la partie stockage et reprenne le cours du fonctionnement de l'application. D'accord ? Et ensuite, à partir du moment où on va avoir beaucoup de conteneurs à gérer, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un orchestrateur. Et dans notre cas, l'orchestrateur, c'est Kubernetes. Donc c'est un orchestrateur développé par Google. Et l'orchestrateur, qu'est-ce que c'est ? Ça va être le cerveau, en fait, il faut voir ça comme le cerveau d'une architecture en microservices. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, on va avoir un conteneur égale un service. Et si je prends l'exemple de ClickSense, lorsque vous allez déployer ClickSense sur Kubernetes, vous allez vous retrouver avec à peu près entre 60 et 65 conteneurs. Donc pour gérer tout ça, on va avoir besoin d'un orchestrateur. Et notre orchestrateur, ça va donc être Kubernetes. L'orchestrateur, il sert à quoi ? Il sert à faciliter le déploiement d'applications conteneurisées et leur scalabilité. Et il permet surtout d'assurer le maintien en opération des conteneurs qui sont déployés actuellement sur le cluster. Et pour faire ça, il va comparer continuellement l'état actuel du cluster avec l'état désiré. C'est-à-dire que lorsqu'on va installer ClickSense sur Kubernetes, on va, via un manifeste et via quelques commandes, envoyer des infos à Kubernetes en lui disant voilà ce qu'on a besoin pour déployer ClickSense sur Kubernetes. Et là-dedans, il va y avoir toute la liste des conteneurs que l'orchestrateur doit démarrer. Et à tout moment, Kubernetes va s'assurer que tous les conteneurs qu'on lui a demandé de démarrer sont bien actifs et sont bien opérationnels. Et si jamais on a un conteneur qui venait à cracher pour une raison X ou Y, ou des connexions qui ne se font plus bien entre les conteneurs, il va automatiquement redémarrer les conteneurs défaillants pour s'assurer qu'on ait bien la stack applicative qui continue à fonctionner. En faisant ça, en fait, et en couplant du coup Docker avec un orchestrateur comme Kubernetes, vous avez déjà des mécanismes de haute disponibilité qui vont pouvoir se mettre en place, puisque sans aucune intervention manuelle, vous allez pouvoir avoir l'orchestrateur qui va faire de son mieux pour s'assurer que toute votre partie applicative fonctionne comme il faut sur le cluster. Et ensuite,
On va également, avec un orchestrateur comme Kubernetes, pouvoir bénéficier de fonctionnalités de scaling avancées, et surtout sur des plateformes cloud du genre Azure, AWS, Google Cloud Platform, puisque alors ça, c'est une fonctionnalité qui est propre à, enfin, qui est intégrée à Kubernetes et que vous pouvez le faire avec n'importe quelle application. C'est pas propre à ClickSense. Mais vous allez pouvoir faire en sorte dans Kubernetes de dire à Kubernetes, OK, si j'ai mes nœuds Linux sur lesquels tournent mes conteneurs qui commencent à saturer en RAM, alors je veux automatiquement ajouter un nouveau nœud à mon infrastructure, joindre ce nœud à Kubernetes, et du coup Kubernetes le prendra en compte et pourra du coup déployer des conteneurs dessus et répartir du coup la charge entre plus de nœuds que ce qu'il avait au préalable. Si maintenant du coup ma charge sur mon cluster venait à baisser et que j'ai des nœuds qui sont plus du tout utilisés, on va pouvoir dire à Kubernetes à partir d'un certain temps, ce nœud-là n'est plus utilisé, décommissionne-le complètement chez mon cloud provider, et s'il y avait encore des conteneurs qui tournaient dessus, redispatche-les vers d'autres nœuds qui sont capables de les accueillir. Et en fait, vu que les plateformes cloud vont offrir une tarification à la demande, c'est là où ça va être très intéressant de les utiliser avec un cluster Kubernetes, puisque vous allez pouvoir faire comme ça du scaling, de la montée de plateforme, pouvoir ajouter des nœuds à votre plateforme pour répondre à certains besoins pendant un certain temps, puis ensuite les décommissionner et payer uniquement ce que vous avez utilisé. Ok. Donc maintenant que vous avez une meilleure vision en fait de la partie conteneurisation Docker et à quoi va nous servir l'orchestrateur Kubernetes, on va voir le détail de l'architecture de ClickSense Enterprise sur Kubernetes. Donc dans un premier temps, sur le haut de la slide, vous avez le hub et la management console. Donc ça, c'est deux choses dont vous devez avoir l'habitude si vous êtes déjà sur ClickSense sur la partie Windows. Alors le hub et la management console sont très différents sur la partie ClickSense Kubernetes, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est deux composants qui sont là et qui sont les plus importants bien évidemment. Donc le hub, ça va être le portail d'application de ClickSense, et la management console, c'est ce qu'on appelle ici QMC, Click Management Console, ça va être la console d'administration qui va vous permettre d'affecter les utilisateurs, de faire des choses, enfin toute la configuration. Ensuite, je vous le disais, ClickSense sur Kubernetes, ça va être en gros une soixantaine de conteneurs. Et ces conteneurs, on peut les différencier et les placer dans 5 grands groupes de conteneurs. On va avoir les conteneurs qu'on va appeler conteneurs clients, qui vont s'assurer du fonctionnement du hub, de la gestion des utilisateurs, de la gestion des licences. On va avoir bien évidemment des conteneurs engine, qui vont être les conteneurs qui vont gérer le moteur associatif de Click. Des conteneurs qui sont plus orientés data, qui vont gérer les connexions, les rechargements, les tâches planifiées. Bien évidemment, des conteneurs qui vont gérer la partie sécurité, donc pour l'authentification des utilisateurs, les droits des utilisateurs. Et ensuite, on a un dernier groupe qu'on va appeler conteneurs infrastructure, qui sont plus des conteneurs qui vont gérer la partie networking entre eux-mêmes, entre tous les conteneurs, la partie ingress, ce qu'on appelle ingress, donc la partie qui va prendre les requêtes en entrée sur le cluster, donc ça c'est Nginx qui va le gérer, et également on a une partie de cache qui est gérée par Redis. Tous ces conteneurs-là, vous n'avez pas vraiment à vous en soucier, ils sont déployés lorsque vous déployez ClickSense sur Kubernetes, et ensuite ils sont du coup managés par l'orchestrateur. Et on a encore deux choses importantes à gérer. On a une partie MongoDB, on va avoir besoin pour ClickSense Enterprise sur Kubernetes d'une base MongoDB. Si vous avez un serveur ClickSense qui tourne sur Windows actuellement, c'est l'équivalent de la base PostgreSQL que vous avez. Donc dans le cas de Kubernetes, ça va être une base MongoDB. Cette base, elle sert à stocker les métadonnées des applications et la configuration de la QMC, entre autres. Et ensuite, comme je vous le disais, les conteneurs vont être associés à des volumes pour la partie stockage persistant. Donc on va avoir besoin de volumes de données qui vont être attachés aux conteneurs, et les conteneurs vont pouvoir écrire et lire dans ces volumes de données. Ok ? Ensuite, on va passer à la partie collaboration et sécurité sur ClickSense Enterprise sur Kubernetes, puisque c'est la plus grosse différence, si on fait abstraction des différences d'architecture, mais en termes fonctionnels, ça va être la plus grosse différence que vous aurez entre la version Windows et la version Kubernetes de ClickSense. Le modèle de sécurité, il est le suivant. En haut à droite de la slide, on va partir d'un Identity Provider. Vous allez avoir besoin d'un Identity Provider, donc un annuaire, un fournisseur d'identité, donc un annuaire d'utilisateurs. C'est là-dedans qu'il y aura vos utilisateurs. Cet Identity Provider, il doit être compatible avec un standard qu'on appelle OpenID Connect ou OIDC.
ok, et il va communiquer avec les conteneurs qui sont entre autres les conteneurs Identity Provider et Edge Authentication sur le cluster Kubernetes. Et donc ça va vous assurer l'authentification des utilisateurs. Ensuite, la grosse différence entre Windows et Kubernetes, c'est qu'en fait, sur Kubernetes, on n'a plus de stream et on n'a plus de notion de security rules. Et tout va être basé sur ce qu'on va appeler des espaces. Donc je reviendrai dessus lors de la démo, vous inquiétez pas. Mais un espace, ça va être une zone de collaboration où on va pouvoir, dans un espace, mettre une ou plusieurs applications et donner accès à un ou plusieurs utilisateurs, que ce soit en lecture ou en écriture, par exemple. Ensuite, un peu plus bas sur le modèle de sécurité, donc on a l'engine, et bien évidemment, vous avez encore la possibilité de faire ce qu'on appelle des section access pour créer des autorisations sur les données au sein même d'une application. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie sécurité. Ensuite, on va se focaliser sur la partie espace, puisque je vous disais, c'est une partie très importante, puisque fonctionnellement, c'est une grosse différence avec la partie Windows. Donc un espace, ça va être un moyen flexible pour regrouper des applications afin de collaborer avec plusieurs utilisateurs et de pouvoir gérer en fait le cycle de vie d'une application. On a 3 types d'espaces différents dans ClickSense sur Kubernetes. Le premier, c'est l'espace personnel. En gros, ça va être l'équivalent de ce que vous avez sur la partie Windows dans Mon Travail. Donc, chaque utilisateur va avoir son espace personnel dans lequel il peut créer des applications et faire ce qu'il veut avec. Ensuite, on va avoir un type d'espace qui est l'espace partagé. Et ça va être utile pour faire du développement et de la collaboration en équipe. Dans un espace partagé, on va pouvoir placer une ou plusieurs applications et donner accès en lecture, en écriture, à un ou plusieurs utilisateurs. Et ces utilisateurs-là vont pouvoir du coup, si vous avez plusieurs utilisateurs qui ont accès en écriture sur une même app, ils vont pouvoir, dans cette app, créer des feuilles, les rendre publiques et du coup travailler en collaboration avec d'autres utilisateurs pour créer l'application. Et ensuite, pour finir, on a un dernier type d'espace qui est l'espace géré. Et cet espace, il faut le voir un petit peu comme ce que vous avez l'habitude d'avoir en termes de stream sur le serveur ClickSense Windows. Donc c'est là où vous allez publier l'application une fois qu'elle est développée, et c'est là où vous allez pouvoir faire du coup la consommation de l'application. On peut encore faire du self-service, c'est-à-dire les utilisateurs peuvent créer des feuilles qui sont propres aux utilisateurs, ou des feuilles qui sont disponibles pour la communauté, mais pas des feuilles publiques. Et donc comme je le disais, c'est l'équivalent de ce que vous avez l'habitude d'avoir sur un stream. Donc si on prend le cycle de vie d'une application sur un déploiement ClickSense sur Kubernetes, ça va être en fait le suivant. On va avoir un utilisateur qui va créer une app et qui peut la partager avec d'autres utilisateurs ou avec un groupe d'utilisateurs pour qu'ils puissent simplement voir cette application. À ce moment-là, l'application est toujours dans l'espace Mon Travail de l'utilisateur. Okay. Donc cet utilisateur va créer l'application, le data model et le script. Ça va être lui qui va être propriétaire de l'application et ça va être cet utilisateur uniquement qui pourra faire des modifications sur le script. Ensuite, il va avoir besoin probablement de travailler avec d'autres utilisateurs pour la création des feuilles de cette application. Et à ce moment-là, il va créer un espace partagé. Il va inviter d'autres utilisateurs, soit comme viewer, soit comme éditeur, soit directement même comme admin de l'espace, et il va mettre cette application dans cet espace. Les éditeurs peuvent créer des applications et des feuilles publiques pour la consommation par les viewers, et les viewers peuvent consommer l'application et les feuilles qui ont été créées. Okay. Et à partir du moment où le développement de l'application est terminé, les viewers donc se sont occupés de faire la validation de toutes les feuilles publiques, et ben on a des personnes qui sont publishers sur un espace géré, qui vont avoir les droits de publier une application dans cet espace. Et c'est ce qu'on va faire, on va publier l'application dans un espace géré, et les viewers vont pouvoir consommer cette application, les utilisateurs vont pouvoir consommer cette application, et ils vont également pouvoir créer des feuilles dans cette application, mais alors ce sera uniquement des feuilles, soit des feuilles personnelles pour eux, soit des feuilles en mode communauté uniquement. Okay. Donc voilà pour le cycle de vie d'une application. Donc je reviendrai dessus de toute façon, vous inquiétez pas lors de la démo. Ensuite, on va parler de la console de management. Donc comme je vous l'ai dit, pardon. Alors j'espère que c'est, alors je sais pas si c'est très net le screen qui est au milieu de la page. Pour information, j'en ai pas parlé au début. Sur la droite de l'outil de webinar qu'on utilise, vous avez un onglet polycopier. Et dans cet onglet-là, vous pouvez télécharger le PDF de la présentation.
Ce sera peut-être plus net sur certaines captures d'écran si vous en avez besoin. Donc la QMC, comme je le disais, elle est beaucoup plus light que sur un serveur Windows. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, sur un serveur Windows, dans la QMC, vous avez en bas à gauche toute la partie qui concerne l'architecture. Vous avez en fait les différents nœuds, les paramètres de l'engine, les paramètres de load balancing, les virtual proxy, etc. Toute cette partie-là, on ne l'a plus, puisqu'en fait, elle n'est pas du tout la même sur la partie Kubernetes, et donc vous n'avez pas de QMC pour gérer ça. Ça va être géré d'une manière complètement différente. Donc tout ça, vous l'avez pas. Ensuite, bien évidemment, toute la partie stream, ben, vous l'avez plus, puisqu'il n'y a plus de stream. Toute la partie security rules, vous ne l'avez plus non plus, puisque toute la partie pour gérer les droits, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure et ce que je vous montrerai lors de la démo. Ça se fait très facilement dans le hub directement pour affecter des utilisateurs sur certaines applications. Ok, donc on se retrouve avec une QMC qui est assez light, dans laquelle vous allez pouvoir voir les espaces, bien évidemment, les tâches de rechargement, vous pouvez gérer les utilisateurs, les licences, les extensions, vous avez quand même la possibilité d'ajouter des extensions. Alors attention, concernant les extensions, si vous partez sur le SaaS de Qlik, donc les offres dont je parlais au début, qui sont ClickSense Business et Qlik Cloud Services, sur ces offres-là, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter d'extensions. Ok. Et ensuite, vous avez la possibilité de configurer les thèmes, les intégrations, les fournisseurs d'identité, etc. Ensuite, on a une fonctionnalité avec ClickSense Enterprise sur Kubernetes qui est très très intéressante et qui s'appelle en fait le multi-cloud. Il y a beaucoup d'infos sur cette slide, vous inquiétez pas, je vais tout reprendre petit à petit. Le multi-cloud, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre en fait de publier une application depuis un serveur Windows vers un déploiement ClickSense sur Kubernetes. L'intérêt de ça, c'est, on va dire que dans votre entreprise, vous avez déjà un serveur ClickSense Enterprise sur Windows. Vous faites votre création d'application dessus, vous faites l'administration sur ce serveur, et c'est très facilité et très pratique puisque ce serveur est en local chez vous et donc il est proche de vos sources de données, de vos bases de données, de vos ERP, de tout ce que vous avez besoin de tirer des informations pour en faire des applications dans ClickSense. Donc ce serveur-là, vous allez le conserver en local chez vous. Et ce que vous pouvez faire, c'est du coup déployer ClickSense Enterprise sur Kubernetes, dans le cloud, et pouvoir faire en sorte que certaines applications, par exemple que dans le cas où votre serveur ClickSense que vous avez en local chez vous, vous êtes limité en termes d'infrastructure et vous pouvez peut-être pas ajouter autant de RAM que vous voulez alors que vous en avez besoin, ou alors vous savez très bien que vous avez une application que vous allez vouloir rendre publique et vous voulez pas publier directement sur Internet votre serveur qui est en local chez vous, ou alors vous allez vouloir rendre publique une application à une centaine d'utilisateurs et vous savez très bien que sur votre serveur en local, vous n'allez pas tenir la charge. Pour tous ces cas d'usage, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle du coup le multi-cloud. Vous allez déployer ClickSense Enterprise sur Kubernetes dans le cloud, et sur votre serveur ClickSense Windows, vous allez pouvoir, via ce qu'on appelle des règles de distribution, choisir certaines applications et faire en sorte que ces applications-là soient publiées sur votre cluster Kubernetes, sur ClickSense Kubernetes. Et à partir de ce moment-là, les utilisateurs qui vont consommer ces applications, vous leur donnerez une nouvelle URL, qui est l'URL d'accès à votre déploiement cloud. Et lorsqu'ils consommeront les applications, ils consommeront plus du tout de ressources de votre serveur Windows, et ce sera uniquement des ressources du cloud qui sont beaucoup plus flexibles, que vous pouvez augmenter beaucoup plus facilement, et vous avez toute cette couche de scalabilité qui est beaucoup plus facile. Ensuite, vous le voyez sur la slide, vous avez l'Identity Provider, donc votre annuaire d'utilisateurs. Lorsqu'on va faire ça, il va être connecté à vos deux déploiements, à votre déploiement ClickSense sur Windows et à votre déploiement ClickSense sur Kubernetes. Ça permet de faire en sorte qu'avec un seul compte utilisateur, votre utilisateur aura accès aux deux plateformes. Donc si c'est un utilisateur interne de chez vous, il pourra accéder à votre serveur ClickSense interne sur Windows et également au déploiement Kubernetes. Si par contre c'est une personne complètement externe à votre organisation, elle aura accès probablement uniquement au déploiement cloud. Donc je vais vous montrer cette partie multi-cloud tout à l'heure dans la démo, mais c'est bien ça l'intérêt, c'est de pouvoir garder votre serveur Windows avec une taille relativement faible en termes de CPU, RAM, pour créer vos applications, et ensuite vraiment la consommation des applications, vous pouvez la faire sur la partie cloud avec des ressources complètement scalables et complètement flexibles. Donc je vais passer à la démo, et rapidement pour la démo, donc mon environnement de démo c'est le suivant, j'ai un serveur ClickSense
sur Windows, donc sur Windows Server 2016, et j'ai un déploiement ClickSense Enterprise sur Kubernetes qui se trouve, donc les deux se trouvent sur Amazon, mais ça pourrait très bien être un serveur en local et un cluster sur Amazon, ça c'est pas un souci. Et moi dans mon cas, mon identity provider que j'utilise c'est Auth0, donc j'ai pas plus parlé des identity providers, en fait, il vous faut simplement, comme je l'ai dit, un identity provider qui soit compatible OIDC. Donc dans les plus connus et les plus utilisés, on retrouve Auth0, Okta, on a également ADFS, qui est compatible au IDC, mais dans les dernières versions, c'est-à-dire que vous devez avoir un serveur qui est sur du Windows Server 2016 et dans les dernières versions. Et on a également Azure AD, par exemple, qui est compatible au IDC. Et il y en a d'autres, mais on va dire que ça, c'est les plus connus. Moi, ma base de données MongoDB dont j'ai besoin, elle est sur un service SaaS qui s'appelle MongoDB Atlas. Et les volumes dont je parlais tout à l'heure, dans lesquels les conteneurs vont stocker les datas, il se trouve dans la partie Elastic File Storage qui est sur AWS, qui est une partie qui permet justement de créer des volumes dédiés pour des clusters Kubernetes. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais passer du coup sur la démo. Donc, normalement ici vous devriez voir mon écran. Et je vais me connecter à mon déploiement ClickSense sur Kubernetes. Et ce que vous voyez là, la page que vous voyez ici, c'est justement, j'ai été redirigé, vous pouvez le voir dans l'URL en haut, j'ai été redirigé en fait vers mon identity provider pour que j'ai l'obligation forcément de me connecter pour pouvoir accéder à mon cluster. Donc je vais me connecter et à partir de ce moment-là, je suis à nouveau redirigé vers mon déploiement ClickSense Kubernetes. Et ce que vous voyez là, c'est le hub de ClickSense sur la version Kubernetes. Donc vous le voyez, il est très différent, il est assez simplifié. Vous avez plus sur la gauche toute la partie stream justement. Donc je vais juste vous montrer rapidement ce que vous pouvez avoir là-dedans. Donc dans vos contenus, vous allez retrouver toutes les applications sur lesquelles vous avez des accès. Et ensuite en bas, sur cette page d'accueil, vous avez des raccourcis. Donc vous pouvez mettre des applications en tant que favoris et vous pouvez les retrouver un peu plus facilement ici. Okay. Ensuite, dans la partie explorer, vous avez toutes les applications qui sont on peut voir en fait toutes les applications qui sont sur ce déploiement ClickSense, et on voit également la notion d'espace dont je vous parlais tout à l'heure, donc mon espace personnel, les espaces partagés que vous voyez en bleu, et les espaces gérés, donc l'équivalent des streams que vous voyez en rouge. Okay. Donc je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Ce qu'on va déjà commencer par faire, c'est qu'on va créer une application. Donc je vais aller en haut, je vais faire créer, je vais créer une application. Je vais l'appeler démo app, c'est pas très parlant mais c'est pas grave. Et ici vous voyez que je peux choisir de la placer directement dans mon espace personnel ou dans un des espaces partagés que j'avais tout à l'heure. Donc je vais la laisser dans mon espace personnel, comme ça on va voir tout le cycle de vie de l'application. Donc je vais faire créer et je vais ouvrir cette application. À partir du moment où j'ouvre l'application, vous allez vous retrouver dans exactement la même interface que vous avez l'habitude d'avoir sur la partie ClickSense sur Windows. Vous allez retrouver exactement les mêmes choses. Si je vais dans l'éditeur de script par exemple, vous allez retrouver exactement la même interface avec sur la droite la possibilité de créer des connexions vers des sources de données. Donc là vous avez les différents connecteurs qui sont disponibles sur la version ClickSense Kubernetes. Attention, c'est pas forcément les mêmes que sur la version Windows. Donc là vous avez tous ces connecteurs là et bien évidemment vous avez la partie avec le script. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un connecteur vers une base de données SQL Server que j'ai déjà configuré. Donc je vais simplement sélectionner 3 tables qui sont dans cette base de données. Je vais insérer le script, je vais charger les données. L'objectif c'est pas de faire une belle application, c'est juste d'aller rapidement. Donc là je vais charger les données. Je vais aller ensuite dans la partie analyse et je vais utiliser en haut à droite la partie information ou Insight Advisor en anglais. Cette partie-là va me permettre en fait, ClickSense va analyser en fait automatiquement les données que je lui ai fournies dans l'application et me proposer des graphiques et des visualisations que lui-même juge pertinents. Donc après, j'ai moi, si je trouve que ces graphiques-là sont pas pertinents, la possibilité de lui apprendre en fait certaines choses et de pouvoir faire évoluer en fait cette partie prédiction de visualisation. Donc je vais simplement, moi, dans mon cas, on va pas s'embêter, je vais rajouter 4 graphiques à mon application. Et donc je me retrouve avec mon application ClickSense. Donc vous voyez que ça fonctionne exactement de la même façon. Si je vais dans la partie éditer là-haut,
je vais retrouver les mêmes choses que vous avez l'habitude d'avoir sur la partie Windows. Donc je vais retrouver tous mes champs, les différentes visualisations. J'ai également toutes les visualisations qui sont dans Dashboard Bundle et Visualization Bundle. Vous avez vos master items, vous avez tout ce que vous avez l'habitude d'avoir. Ok. Donc moi je vais simplement m'arrêter là, je vais juste faire une application rapide. La seule chose qu'on va encore faire, c'est je vais publier cette feuille, je vais la rendre publique. Voilà. Et je vais retourner sur le hub. Donc mon application elle est ici, donc c'est l'application qui s'appelle Demo App, et à partir de maintenant je vais dire que mon utilisateur a besoin de collaborer avec d'autres utilisateurs sur cette application, et donc je vais la déplacer dans un espace. Donc pour faire ça en fait je vais cliquer ici sur le menu de l'application, je vais faire déplacer, et ici je peux choisir si je veux qu'elle parte justement dans... Il va me proposer en fait tous les espaces partagés que j'ai tout à l'heure. Donc je vais l'envoyer dans l'espace de dev, je vais faire déplacer. Et du coup, elle se retrouve ici dans mon espace, vous le voyez là, dans mon espace de développement. Donc je peux avoir un espace pour dédié à la transformation, à l'extraction, au développement. Ça c'est comme vous voulez en fait la partie organisation des espaces. Et la partie la plus importante, c'est que vous voyez en haut à droite ici, j'ai géré les membres. Et dans cette partie, je vais pouvoir donner accès à certains utilisateurs ou à certains groupes d'utilisateurs, soit en lecture, soit en écriture, soit carrément en administrateur sur les applications qui sont dans cet espace. Donc ici, je vais retrouver, par exemple, le premier de la liste, donc c'est un groupe, et sinon j'ai tous mes utilisateurs ici. Ici, j'ai encore un groupe, et je vais pouvoir choisir un groupe d'utilisateurs et dire, ok, ces utilisateurs-là ont accès en administrateur. Je vais faire ajouter. Et aussi facilement que ça, vous allez pouvoir du coup donner des accès comme ça à des utilisateurs sur des applications. Ok. À partir du moment ensuite où tous mes utilisateurs ont fait les modifications dans cette application et qu'elle a été validée par des utilisateurs qui seraient certainement juste en lecture pour validation, on va dire que cette application est terminée et donc je vais vouloir la publier dans l'équivalent de ce que vous avez des streams sur Windows, et moi ça va être la publier du coup dans un espace géré. Pour faire ça, on va donc aller là, on va sélectionner publier, et là je vais choisir un de mes espaces gérés, vous voyez qu'il me propose que les espaces gérés, et je vais prendre par exemple celui-ci. Je peux ajouter ensuite des tags sur l'application si je le veux, et je vais tout simplement faire publier. Et à partir de ce moment-là, l'application part donc dans mon espace géré. C'est une application finale qui est prête à la consommation des utilisateurs. Et ici, si je regarde les membres, vous voyez par exemple que j'ai un utilisateur qui a accès en lecture à cette application. Et je peux, en fait, au niveau des droits à ce niveau-là, donner des droits donc soit en lecture, donc uniquement la possibilité de consommer l'application pour les utilisateurs. Je peux aussi donner des droits en contribution, donc ils vont pouvoir en fait créer des applications dans cet espace, ouvrir les applications, créer et éditer des feuilles. Ensuite, il y a un droit qui est plus un droit de gestion, où ils vont pouvoir en fait gérer justement les membres de cet espace. Et ensuite, le droit publier, c'est si un utilisateur a ce droit-là sur cet espace, il va être capable de publier justement des applications dans cet espace. Ok ? Donc là, vous avez en fait le cycle de vie classique d'une application sur ClickSense, sur Kubernetes. Maintenant, ce que je voudrais ensuite rapidement vous montrer, si je retourne par exemple sur la liste de toutes les applications, vous avez ensuite dans le menu d'une application, vous voyez, vous avez la possibilité donc d'éditer l'application, de la partager avec des utilisateurs, de la publier, de la déplacer. Vous pouvez également planifier le rechargement d'une application très facilement. Vous voyez que vous n'avez plus besoin d'aller dans la QMC en fait pour faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le hub. Le hub se veut plus accessible et plus collaboratif en fait que sur la partie Windows. Si vous regardez vous pouvez aussi lancer directement le rechargement d'une application. Vous pouvez exporter cette application avec ou sans les données. Si vous regardez le détail d'une application, vous voyez qui est le propriétaire de l'application. Vous pouvez voir l'historique des rechargements de cette application.
donc avec les logs à chaque fois de rechargement si jamais il y a eu un souci. Donc voilà ce que je peux vous montrer sur la partie création, collaboration des utilisateurs sur les applications. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que donc je vais revenir ici et je vais vous montrer la partie multi-cloud. Donc justement, la partie où vous allez garder votre serveur ClickSense Windows en interne chez vous et où vous allez vouloir simplement publier des applications pour les rendre disponibles aux utilisateurs sur la partie cloud. Donc pour faire ça, je vais me connecter à mon serveur ClickSense Windows. Donc là, vous le voyez, c'est mon serveur Windows, donc celui que vous avez l'habitude d'avoir avec les différents streams sur la gauche. Et moi, on va dire que j'ai cette application que j'aimerais publier et que j'aimerais rendre disponible sur mon déploiement cloud. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les raisons peuvent être multiples, mais la plupart du temps, ça va être pour donner un accès à beaucoup de personnes, par exemple, qui vont avoir besoin de consommer beaucoup de RAM, puisque ça va être une application peut-être qui est une application assez lourde. Et dans ce cas-là, la publier sur mon déploiement cloud va me permettre de gérer plus facilement justement les ressources de ce déploiement. Et je vais pas avoir besoin de m'embêter en interne à demander à mon équipe infra de rajouter de la RAM sur le serveur ou ce genre de choses. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, donc on va publier cette application. La façon dont ça fonctionne, c'est que dans un premier temps, on va faire exactement comme vous le faites d'habitude. Donc on va faire un clic droit sur l'application, on va faire publier. On va choisir un stream dans lequel je veux que l'application parte sur mon serveur Windows, puisque l'application est également disponible sur le serveur Windows. Donc je vais par exemple choisir le stream Sales. Et la partie la plus importante, elle se fait ici dans Gérer. Et on va affecter ce qu'on appelle des custom properties, donc des propriétés sur cette application. Et moi, je vais en affecter une qui s'appelle send to, avec une valeur qui s'appelle QCF. Donc en fait, cette partie-là, je vous la montre pas parce que c'est un peu technique, mais c'est de la configuration qu'il y a à faire dans la QMC pour en fait faire le lien entre votre serveur Windows et votre déploiement Kubernetes, pour configurer justement le déploiement et pour configurer les custom properties. Et à partir du moment où ça c'est fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est justement affecter cette custom property à l'application que vous souhaitez déployer sur votre partie cloud. Donc moi je vais faire ça, je vais faire appliquer, et je vais faire publier. À partir du moment où je fais ça, donc comme on pouvait s'y attendre, bien évidemment, l'application part dans le stream que j'ai choisi sur mon serveur Windows. Et si je reviens sur mon déploiement Kubernetes, que je vais dans toutes les applications et que je rafraîchis cette page, en fonction de la taille de l'application, en fonction de la bande passante entre mon serveur Windows et mon déploiement Kubernetes, bien évidemment, ça va mettre de quelques secondes à quelques minutes. Mais au bout d'un moment, là vous voyez, l'application va être disponible sur le hub de mon déploiement Kubernetes. Et si j'ouvre maintenant cette application ici, ben, je peux l'ouvrir, je peux interagir avec. Elle fonctionne exactement de la même façon que si elle était sur mon serveur ClickSense Windows. Je peux faire toute la consommation ici. Par contre, toute la consommation que je fais n'aura aucun impact sur mon serveur Windows et tout est fait sur les ressources de mon déploiement Kubernetes sur le cloud. D'accord ? Donc vous voyez là tout l'intérêt et la puissance donc, de cette fonctionnalité multi-cloud, puisque vous pouvez donner accès comme ça très facilement à des applications, à des utilisateurs, sans pour autant avoir besoin d'énormément de ressources sur votre serveur interne. Une chose que je voulais préciser sur cette partie-là, les applications qui sont publiées de cette façon-là, en mode multi-cloud, ne sont du coup que en mode consommation sur la partie ClickSense Kubernetes. Vous voyez que si je clique par exemple ici sur le menu de l'application, j'ai absolument rien. J'ai pas la possibilité de la recharger, j'ai pas la possibilité de faire de l'édition dessus. C'est vraiment uniquement de la consommation. Ok. Ensuite, une dernière chose que je voulais vous montrer, qui est une chose qui est apparue dans la dernière version de ClickSense sur Kubernetes. Vous avez la possibilité, si je vais dans créer ici et télécharger une application, ici vous pouvez voir que vous avez la possibilité d'importer des applications QVF ou QVW. Ça veut dire qu'on va pouvoir importer une application ClickView et pouvoir l'ouvrir directement sur le hub ClickSense Enterprise sur Kubernetes. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais choisir une application ClickView. Je vais l'importer.
Donc vous voyez qu'elle apparaît ici, dans mon espace personnel, et vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez clairement, mais c'est marqué ici application ClickView, alors que toutes les autres applications, c'est marqué application ClickSense. Et si maintenant j'ouvre cette application, vous voyez en fait que je me retrouve dans l'interface que vous avez l'habitude d'avoir sur ClickView, qui est un tout petit peu moins travaillé, on va dire, que sur ClickSense, un tout petit peu moins design, mais j'ai mon application qui est complètement fonctionnelle, et je peux comme ça interagir avec. Alors encore une fois, c'est que de la consommation, vous pouvez pas faire d'ajout de visualisation dans vos dashboards, etc. Mais vous avez la possibilité, c'est quand même quelque chose de très intéressant je trouve, d'importer des QVW et de pouvoir les consommer directement sur votre déploiement ClickSense sur Kubernetes. Pour information, pour l'instant, ça ne fonctionne que comme ça, c'est-à-dire en important un QVW comme je viens de le faire. Par contre, la partie multi-cloud que je vous ai montré depuis ClickSense vers ClickSense sur Kubernetes va arriver dans ClickView si vous avez un publisher. Vous aurez la possibilité directement depuis ClickView de faire le même principe que ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire de choisir des applications qui seront en fait déployées sur votre serveur, sur votre déploiement ClickSense sur Kubernetes. D'accord ? Je pense que j'ai fait le tour du coup là sur tout ce que je voulais vous montrer. Petit aparté, petite parenthèse technique. Fonctionnellement, en fait, ils sont capables de faire ça, du coup, justement, à cause de cette architecture en microservices qu'on a sur Kubernetes, puisqu'en réalité, on va avoir des conteneurs Docker qui vont être dédiés à l'engine de ClickSense, et on en a d'autres qui sont dédiés à l'engine de ClickView. Donc en fait, en fonction du type d'application que vous allez ouvrir, votre requête est redirigée vers l'un ou l'autre des deux conteneurs, et c'est comme ça qu'ils gèrent le fait de pouvoir ouvrir des applications ClickSense et ClickView sur la même plateforme. Parfait, je vais revenir du coup au slide pour terminer, puisque pour la démo, je regarde juste si je vous ai montré tout ce que je voulais. Ouais, donc sur la démo j'ai terminé, on va simplement revenir sur les slides. Et on va parler maintenant de la partie licensing, qui peut être une partie qui vous intéresse. Alors, les licences ClickSense Enterprise sur Windows et les licences ClickSense Enterprise sur Kubernetes sont les mêmes. C'est les mêmes licences. C'est-à-dire que si vous avez déjà des licences ClickSense Enterprise sur Windows, vous pouvez très bien faire un déploiement ClickSense sur Kubernetes et utiliser les mêmes licences. Ensuite, deuxième point, le multi-cloud. Donc cette fonctionnalité de pouvoir publier des applications de Windows vers Kubernetes, c'est une fonctionnalité qui est intégrée à ClickSense. C'est pas du tout une fonctionnalité payante, vous n'allez pas du tout avoir besoin de payer quelque chose pour ça. Il n'y a pas de coût supplémentaire sur les licences. Par contre, si vous avez une licence qui est ancienne, entre guillemets, il y a une demande qui doit être faite à Click pour activer quelque chose sur la licence pour que le multi-cloud puisse fonctionner. Ok ? Et autre point important, ClickSense doit être activé avec le nouveau mode de licensing qu'on appelle Signed License Key. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les modes de licensing, enfin la façon d'appliquer les licences dans ClickSense. En fait, la plupart du temps, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on appliquait ce qu'on appelle une LEF dans ClickSense. Et maintenant, vous avez un nouveau mode d'application de licence qui s'appelle la Signed License Key. Avec ce mode-là, vous pouvez utiliser la même licence, justement, sur votre déploiement Windows et sur votre déploiement Kubernetes. Et les utilisateurs vont obligatoirement être les mêmes entre les deux plateformes. Lorsque vous allez enlever une licence, par exemple, sur votre déploiement à un utilisateur sur votre déploiement Kubernetes, elle va sauter en fait sur le déploiement Windows également. Et ça, c'est la Signed License Keys, quelque chose qui est obligatoire si vous voulez utiliser justement cette partie multi-cloud, pour être sûr que vous ayez bien les mêmes licences qui soient affectées d'un côté et de l'autre. Ensuite, bien évidemment, il n'y a pas de coût supplémentaire sur les licences. Par contre, il y a le coût de la plateforme Kubernetes qui est à prendre en compte. Pour info, techniquement, une plateforme Kubernetes, comment ça se présente? Vous avez des nœuds qui sont des nœuds master que vous allez la plupart du temps pas voir en fait si vous utilisez un cloud provider, puisque les nœuds master vont être gérés par le provider. C'est des nœuds en fait sur lesquels vous n'avez pas de conteneur applicatif qui tourne, c'est uniquement des conteneurs qui servent à garantir l'intégrité de votre cluster Kubernetes. Donc ces nœuds là on va pas trop en parler. Et ensuite vous avez des nœuds forcément des nœuds de travail, des nœuds workers sur lesquels vous allez faire tourner vos conteneurs Docker. C'est sur ces nœuds-là, sur les nœuds workers, qu'on va déployer Kubernetes. Enfin, qu'on va déployer ClickSense sur Kubernetes. Donc tous les conteneurs vont tourner sur ces nœuds-là. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai 2 nœuds, ce qui me permet, par exemple, si j'ai un de ces 2 nœuds qui venait à cracher complètement,
Donc 2 nœuds, c'est 2 instances Linux sur lesquelles je vais avoir mes conteneurs ClickSense qui vont tourner. Donc probablement que je vais avoir une trentaine de conteneurs à peu près sur chacun des 2 nœuds. Si maintenant j'ai un nœud qui venait à cracher complètement, Kubernetes en fait va être capable de voir que tous les conteneurs qui tournaient sur ce nœud ne sont plus opérationnels et va me les redispatcher automatiquement sur mon deuxième nœud qui lui est toujours actif. Donc ça me permet d'avoir une sorte de haute disponibilité comme ça et de pouvoir garantir que mon application est toujours opérationnelle. Donc bien évidemment, vous avez le coût de la plateforme Kubernetes qui est à prendre en compte, vous avez les nœuds de travail, vous avez l'espace de stockage pour les volumes, vous avez la partie load balancing, donc il y a des frais à ce niveau-là, bien évidemment. Ensuite, je vais simplement faire un dernier point sur ClickSense Enterprise, sur Click Cloud Services, donc l'offre SaaS de Click. Donc cet accès est inclus lorsque vous avez des licences en souscription. C'est-à-dire que si vous avez une licence en souscription, vous devez pouvoir faire la demande à Click pour avoir accès à Click Cloud Services. Et vous allez vous retrouver avec le même hub que moi je vous ai montré tout à l'heure et les mêmes fonctionnalités, donc les mêmes façons de créer des espaces, d'assigner des utilisateurs, de leur donner des droits, etc. Par contre, j'attire votre attention sur un point. Le SaaS de Click comporte de nombreuses limitations comparé à un déploiement ClickSense sur Kubernetes que vous auriez fait vous-même sur un cloud provider. Alors certes, c'est la même techno qui tourne derrière, c'est ClickSense sur Kubernetes, mais dans le SaaS de Click, vous avez beaucoup de limitations. Vous avez des limitations en termes de volume d'application, en termes de taille maximale d'application, en termes de taille maximale d'application une fois chargée en RAM, en termes de nombre de rechargements par jour, de rechargements planifiés, et la plus grosse limitation et la plus grosse contrainte, c'est que si vous partez sur le SaaS de Click, vous ne pouvez pas faire de lien entre votre déploiement ClickSense sur Kubernetes, donc dans le SaaS de Click, et vos sources de données en local. Il n'y a pas de VPN qui peut être construit entre les deux, alors que si vous partez sur ClickSense Enterprise sur Kubernetes, déployé chez un cloud provider que vous gérez complètement, ou qu'on gère pour vous, on a la possibilité de créer un VPN si jamais on a des applications qui doivent aller taper vos sources de données qui sont des sources internes. Ok, donc gardez ça à l'idée. Vous avez effectivement cet accès qui est possible dans le SaaS de Click, qui est possible facilement. Par contre, il se peut que ça réponde pas du tout à vos besoins. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour qu'on puisse élucider si oui ou non c'est quelque chose qui répondrait à vos besoins ou pas. On a des clients qui sont partis sur justement cette partie-là, le SaaS de Click, et qui sont revenus ensuite en arrière en constatant justement beaucoup trop de limitations. Ok, donc j'ai terminé sur cette présentation. Je vais regarder dans le chat si j'ai des questions. Alors j'ai une personne qui disait qu'elle avait plus accès au webinar, mais je pense qu'elle est déconnectée maintenant, donc qu'elle était bloquée sur la page de chargement. De toute façon, vous recevrez un mail en fait avec l'intégralité de la présentation, donc vous pourrez revoir ce webinar, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai des questions sur comment sont gérées les applications, comment sont gérés les rechargements d'applications lorsqu'elles sont publiées depuis un serveur Windows. Donc lorsque vous utilisez la fonctionnalité multi-cloud et que vous publiez l'application depuis Windows vers Kubernetes, les rechargements sont toujours gérés par votre serveur Windows. C'est-à-dire que si vous avez une tâche de rechargement qui recharge cette application, à partir du moment où l'application sera rechargée, elle sera ensuite automatiquement republiée vers votre déploiement Kubernetes. Ensuite, du coup, on me demande, est-il possible de créer des applications qui vont chercher les données dans des bases internes? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez un déploiement ClickSense sur Kubernetes chez un cloud provider que vous gérez vous-même, oui, vous pouvez le faire, puisque vous pouvez construire un VPN entre votre plateforme cloud et votre infrastructure interne. Par contre, si vous êtes sur le SaaS de Click, ce ne sera pas possible. Et je pense que j'ai pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions en vocal ou quoi, n'hésitez pas. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Ok, ben du coup on va s'arrêter là. Merci encore pour votre attention. Pour l'instant on n'a pas d'autres d'autres dates de webinaire de prévues comme vous pouvez le voir, mais on reviendra vers vous via les outils de communication habituels pour les webinaires qui seront préparés début d'année. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine et de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt. Merci, au revoir.